et à Roger qui m'a aussi sollicité de l'invitation pour aujourd'hui. C'est une foule, je l'ai constaté rapidement, plutôt de gens convaincus. Alors je ne vais pas essayer de vous convaincre de la pertinence de lutter contre le néolibéralisme, mais j'ai essayé d'élaborer quelques pistes de réflexion parce que je crois qu'on est dans un moment assez important dans la lutte, à la croisée des chemins, dirait-on. Et puis je vais essayer donc d'y aller de quelques pistes de réflexion sur comment pouvons-nous aller plus loin. Parce que ce qu'on a fait est déjà impressionnant, mais ça me dit que ce n'est pas suffisant. Il va falloir aller plus loin pour gagner. Alors, comment aller plus loin, c'est un peu la question à laquelle je vais essayer, bien humblement, de répondre. Des questions peut-être dérangeantes, mais je crois nécessaires ces jours-ci. Quand j'ai commencé à militer dans le mouvement étudiant il y a quelques années, nous savions tous qu'il faudrait une grève générale illimitée pour faire reculer le gouvernement libéral de Jean Charest sur sa décision d'augmenter les frais de scolarité. GGI, 3 lettres qui étaient presque à l'époque synonymes de victoire. Une grève massive, perturbatrice et de longue durée. Voilà, dirait-on, ce qui nous ferait gagner. Bon. Nous l'avons fait. Nous avons fait la plus grande grève étudiante de toute l'histoire du Québec. 16 semaines, plus de 110 jours, et puis la loi 78. L'État abattait à ce moment sa dernière carte, une législation répressive et antisyndicale dont l'objectif avoué était de briser la mobilisation populaire. La force du soulèvement aura forcé le pouvoir à montrer son vrai visage. Les mesures néolibérales ne peuvent être mises en place sans le recours à la force. La vague de criminalisation des militants et des militantes du mouvement étudiant s'inscrit également dans ce même contexte. La mobilisation actuelle a raison, je crois, de soulever notre enthousiasme. Il est justifié de s'en réjouir, il faut le faire. Et on peut déjà se dire que cette mobilisation-là nous a permis de faire certaines victoires objectives. Dans un contexte international d'austérité et d'avancée du néolibéralisme, la résistance des étudiants et des étudiantes du Québec pendant plus de 100 jours est déjà, en soi, remarquable. Et malgré leurs insuffisances, les bonifications au régime de prêts et bourses qui ont été annoncées par le gouvernement libéral répondent tout de même, il faut l'avouer, à certaines demandes historiques du mouvement étudiant. Cela dit, la conjoncture actuelle soulève, selon moi, également de grandes questions pour les mouvements sociaux. Malgré une mobilisation exceptionnelle, les libéraux n'ont pas encore reculé et ne semblent pas prêts de le faire. Ce constat remet sur la table l'éternelle question du rapport de force. Qu'a-t-il manqué à notre mobilisation? Quantitativement, ça y est. La grève à son sommet a regroupé 75% des étudiants et des étudiantes du Québec. Difficile de penser à mieux. En termes de durée aussi, c'est également sans précédent. Après 115 jours, la mobilisation se poursuit encore, ce qui en fait la plus longue mobilisation de l'histoire étudiante du Québec. C'est une grève qui a perturbé significativement l'économie du Québec. Déjà, on peut dire que les coûts engendrés par la grève étudiante, les coûts engendrés par les moyens de pression des étudiants et des étudiantes, dépassent les revenus engendrés par au moins 2 années de hausse des frais de scolarité. Alors, à ce niveau-là aussi, le rapport de force économique était là. Mais le gouvernement n'a pas reculé. Il ne semble pas prêt de le faire non plus. Alors, c'est une question qui peut sembler naïve, mais qui ne l'est absolument pas. Pourquoi les libéraux n'ont pas reculé? Et de la réponse à cette question-là dépend notamment la crédibilité même de nos modes d'organisation, de nos moyens d'action en tant que mouvement social progressiste. Je ne prétendrai évidemment pas ici répondre à la question, c'est une question très grande, très ambitieuse, mais je vais quand même essayer d'élaborer certaines pistes de réflexion. Il y a certains et certaines qui voudront se rabattre sur la perspective électorale. Et c'est vrai qu'il va falloir un jour ou l'autre sortir les libéraux du pouvoir si on veut éviter le saccage pur et simple du Québec au complet. Cela dit, la timidité de la position péquiste sur la question des frais de scolarité nous empêche, je crois, de reposer tous nos espoirs sur les urnes, à tout le moins à court terme. Cela, manifestement, ne suffira pas à bloquer le néolibéralisme, cela ne suffira pas à bloquer la privatisation et la tarification grandissante de nos services publics. Alors, le choix, au fond, est plutôt simple. Il nous faut poursuivre la mobilisation. La grève et les casseroles, c'était bien beau, mais semble-t-il, ce n'est pas suffisant. Et déjà, les casseroles qui étaient des milliers la semaine dernière ne sont plus que quelques centaines dans les rues de Montréal. Ça, il faut le constater avec lucidité. Alors, il nous faut passer à une autre étape, et c'est un défi colossal quand même pour les mouvements sociaux québécois. Le mouvement actuel est sans précédent. Jamais personne n'a vécu ça. Si nous voulions chercher des conseils, personne ne pourrait nous les donner parce qu'on est dans une conjoncture qui est radicalement nouvelle. Georges Bernanos disait « Lorsque la jeunesse se refroidira, le monde claquera des dents ». La bonne nouvelle, c'est que nous ne nous refroidirons pas. Par contre, il va nous falloir encore un peu de combustible dans la fournaise. Il va devoir venir d'ailleurs que du mouvement étudiant. Organisationnellement, mais aussi personnellement, les étudiants et les étudiantes commencent à être fatigués, et j'en sais quelque chose.
Les associations étudiantes sont à leur capacité maximale de mobilisation et de perturbation. La partie combative du mouvement communautaire participe de manière intéressante à la mobilisation, surtout à travers la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. Le milieu communautaire est important pour la lutte actuelle, mais ce n'est pas lui, c'est pas par le mouvement communautaire que va passer une augmentation significative de la pression sur le gouvernement. Les initiatives citoyennes sont nombreuses déjà, et il faut les souligner. Le soulèvement des casseroles est le dernier exemple, peut-être le plus inspirant. Mais déjà, comme je le disais, elles faiblissent de plus en plus dans les rues du Québec. Alors tous les yeux sont donc tournés, je crois, maintenant vers le milieu syndical. Depuis le début du conflit, leur support financier et politique aux associations étudiantes fut exemplaire, il faut le souligner. Sans cet appui, l'organisation des grandes mobilisations n'aurait pu, d'un point de vue purement logistique, être possible. Et déjà, mais voilà, bon, ça maintenant c'est fait, nous l'avons. Mais il y a une réflexion, je crois, qui s'impose maintenant sur la contribution future du mouvement syndical à la lutte actuelle. Déjà, la rumeur est de plus en plus insistante. On parle, entre les branches, dans les assemblées, de grève sociale. Mais il faudrait peut-être commencer par faire plus qu'en parler. S'il est vrai que la lutte s'inscrit dans la durée, s'il est vrai qu'il faut éviter les excès d'enthousiasme, il faut tout de même être en mesure de reconnaître que lorsque certaines conjonctures sont favorables, il est du devoir des mouvements sociaux et du mouvement syndical de profiter de ces conjonctures favorables. Celle que nous traversons présentement est unique et ne se représentera peut-être que dans 15 ou 20 ans, si elle se représente. L'immobilisme ou la peur dans ces circonstances n'ont pas leur place. Le combat actuel, nous l'avons répété, mais il faut le redire, n'est pas le combat des étudiants et des étudiantes. C'est peut-être devenu un lieu commun pour nous ici que de dire ça, mais ce n'en est pas un pour une partie du mouvement étudiant. Tout corporatisme mis de côté, le cul-de-sac actuel s'explique, selon moi peut-être, en partie par la stratégie volontaire d'une partie du mouvement étudiant de mettre de côté l'aspect profondément politique de la lutte actuelle, allant jusqu'à demander aux grandes centrales syndicales de limiter leur appui à la sphère financière et logistique. C'est le combat des étudiants, a-t-on dit à l'époque. Quelle erreur, quelle grosse erreur. La timidité du mouvement syndical de se rapprocher de la frange combative du mouvement étudiant explique aussi, quant à moi, la situation actuelle. Pourtant, seul le mouvement étudiant progressiste, combatif et démocratique est réellement porteur de changement social. Si le deuxième front syndical n'est pas mort, c'est avec ces organisations-là que doivent prioritairement s'allier les organisations syndicales. Ce qu'il nous faut, oui, c'est un front commun, mais c'est un front commun résolument progressiste. C'est à mes yeux la seule réelle perspective de continuité pour le mouvement actuel. Une éventuelle victoire n'est possible, selon moi, que par la consolidation d'un réel front commun entre les organisations partageant une base de principes solides et qui n'ont pas peur de nommer la lutte comme elle doit être nommée, c'est-à-dire une opposition de principe au néolibéralisme, une opposition de principe au principe de l'utilisateur payeur. La réticence de certaines organisations étudiantes à former clairement ce front commun s'explique sans aucun doute par des préoccupations de communication publique. Cela a même été dit clairement dans les médias par un représentant étudiant. Cela, et je cite, « Cela n'aurait pas été bon pour l'image du mouvement étudiant. Vous savez, l'image des syndicats depuis quelques années. » Position ironique et surtout absurde. Car en fait, si on veut vraiment parler en termes de médias, en termes de communication publique, sans se référer aux principes qui nous unissent, l'appui du mouvement syndical à la lutte étudiante est tout simplement incompréhensible. Cela donne en fait l'impression à la population qu'il s'agit d'une alliance officieuse entre des grandes machines corporatistes qui visent à défendre les privilèges et les intérêts de leur membership respectifs. Cela est en fait la meilleure façon de raviver les préjugés qu'on prétend vouloir en fait éviter en évitant de montrer de front l'alliance entre les travailleurs-travailleuses et les étudiants et les étudiantes. Le front commun étudiant et syndical n'est compréhensible qu'en mettant réellement à jour ce qui nous unit. La défense du bien commun, la défense des intérêts de la majorité de la population, par rapport à un gouvernement qui, lui, on le sait, défend les intérêts d'une minorité de la population. Aller plus loin cet automne, cela voudra dire envisager sérieusement une mobilisation générale de la société. Cela voudra dire organiser concrètement la grève sociale. Dans le contexte actuel, il nous est dorénavant interdit de qualifier ce projet de rêveur. En fait, cela me semble être la seule étape qu'il nous reste encore à franchir. C'est une perspective, il faut l'avouer, qui impose plusieurs défis. Le mouvement étudiant ne peut pas demander au mouvement syndical d'entrer en grève sociale sur des revendications étudiantes. Il faudra nous trouver un agenda commun. Et c'est tout un défi, il faut l'avouer.
Est-ce qu'une lutte aux différents tarifs, une lutte à la privatisation et à la tarification des services publics va être suffisante? C'est peut-être une perspective. Est-ce que la loi 78, qui est un objectif plus précis et plus rassembleur, ne pourrait pas être également une perspective de revendication commune? D'ici le début de la session universitaire à la MIO, il nous faudra, je crois, impérativement répondre à ces questions. La grève sociale a des conséquences organisationnelles, des conséquences personnelles aussi également. La désobéissance civile a des conséquences organisationnelles et des conséquences personnelles. Mon objectif ici n'est pas de sous-estimer ces conséquences ni de les nier. Je serais très mal placé pour le faire. C'est un choix lourd de conséquences et il faut faire ce choix-là en connaissant les conséquences. Ça ne pourra pas toujours ne pas arriver, par contre, écrivait Miron. Personne ne peut nier que nous sommes actuellement à la croisée des chemins. Chacun d'entre nous, individuellement, peu importe notre position, avons une responsabilité. Une responsabilité envers l'histoire, une responsabilité envers le Québec, qui est beaucoup plus grande que notre responsabilité envers nos organisations et leur pérennité dans le temps. Voilà pourquoi, malgré une myriade de conseils juridiques et politiques, la classe a choisi de désobéir. Voilà aussi pourquoi, personnellement, j'ai choisi de désobéir à la loi 78, comme des milliers d'autres Québécois et d'autres Québécoises. Lorsque l'injustice devient loi, la résistance est un devoir. Ce slogan n'est en fait plus un slogan, il décrit précisément notre condition actuelle. La respectabilité, ce n'est pas une image, disait Pierre Bourgault. C'est ce à quoi on arrive quand, après des années, on se retrouve fidèle à ses objectifs du début, fidèle à ses principes du début et fidèle à ses rêves du début. C'est de cette respectabilité-là que nous devons vivre, nous, voyez-vous. Ce qui n'est pas respectable aujourd'hui peut l'être demain, aussi bien chez les hommes que pour les idées. La jeunesse québécoise n'était pas respectable, elle l'est devenue. Le mouvement étudiant n'était pas respectable, il l'est devenu. La classe n'était pas respectable, elle l'est devenue. Il y a un mois, la désobéissance civile n'était pas respectable. Aujourd'hui, elle l'est déjà un peu plus. Si nous acceptons de la pratiquer fièrement cet automne, en faisant ensemble une grève sociale, je suis sincèrement